Bonjour à toutes et à tous, si tu es nouveau sur l'Histoire est humaine, bienvenue. Je t'en prie, installe-toi, mets-toi à l'aise. Je m'appelle Alice Durand, je suis historienne de formation, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe et tabou, l'histoire des théories raciales. Alors évidemment, le racisme c'est un sujet vaste et on pourrait en parler pendant des heures. L'objectif de cette vidéo c'est vraiment de se concentrer sur la naissance des théories raciales. Et vous allez voir, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Autrement dit, on va répondre à la question suivante. Quand, comment et pourquoi les hommes ont-ils classé les groupes humains ? Certains propos tenus dans cette vidéo sont choquants, mais ils reflètent les mentalités de l'époque. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à conserver certains passages de cette vidéo. Finalement, je pense que les montrer, ça permet de bien comprendre ce sujet complexe. Mais en tout cas, sachez qu'ils ne reflètent en aucun cas mes valeurs. Bon on peut commencer. C'est parti. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le racisme, c'est-à-dire l'idéologie postulant une hiérarchie entre les races, n'a pas toujours existé. En fait, les théories raciales, elles sont très récentes, elles datent du 19e siècle. Par exemple, dans l'Antiquité, la notion de race n'existe pas. En revanche, les anciens conçoivent une opposition entre le monde civilisé et le monde barbare. Si le sujet t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur la vision des barbares dans l'Antiquité romaine. Pourtant, à certains moments de l'histoire, on observe des formes de racisme, ou plutôt ce qu'on appelle des formes de proto-racisme. Prenons une étude de cas. Dès le XVIe siècle, le royaume d'Espagne se constitue comme un empire colonial grâce aux conquistadors. Au contact des nouvelles populations, des penseurs et théologiens se penchent sur la question de la condition des peuples. En gros, ils se demandent à quoi servent les indigènes. Ainsi, on voit l'ébauche d'une doctrine raciste avec Gonzalo Fernández de Oviedo et son Histoire générale et naturelle des Indes. Cet ouvrage, publié en 1535, se constitue comme une encyclopédie sur le Nouveau Monde et possède notamment des chapitres dédiés aux coutumes des sociétés amérindiennes. Le rapport de l'auteur au peuple autochtone, il est complexe. D'un côté, il reconnaît volontiers les compétences et les réalisations des peuples indigènes, mais d'un autre côté, il les qualifie de sauvages païens, de peuples barbares ou encore de populations inférieures. Ce discours, il sert à justifier la colonisation. Les Espagnols sont ainsi présentés comme apportant le christianisme et la civilisation à ces peuples primitifs. Plus tard, avec l'apport en esclaves venus d'Afrique, la société coloniale espagnole se constitue comme une société multiethnique. Je le redis, parler de racisme dans le Nouveau Monde à l'époque moderne, ça pose problème, puisque le concept de race, qui suppose donc un fondement biologique, n'existe pas encore. Mais cette société est divisée en castas, où les individus sont donc classés en fonction de leur rang et de leur ethnie. On distingue ainsi les colons qui dominent la société, les créoles, les indiens, les noirs et les sans-mêlés, c'est-à-dire les métis. En fonction des castas, on ne dispose pas des mêmes droits et devoirs. Si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à liker et à t'abonner, puisque ça me soutient énormément, donc je te remercie. À présent, on va faire un point rapide sur le phénomène qui est la traite transatlantique. Contrairement aux idées reçues, les Européens ne sont pas allés chercher les Africains comme esclaves parce qu'ils étaient noirs. En fait, la question de la couleur de peau ne se posait pas à l'époque, ça n'avait aucune importance. Mais alors, comment expliquer ce phénomène ? Déjà, un peu de contexte. En Afrique, les royaumes de Lango et du Congo pratiquaient déjà l'esclavage, et les Européens ont tissé avec eux des relations commerciales. En parallèle, avec la colonisation du Nouveau Monde, une économie de plantation se met en place et nécessite de la main-d'œuvre. Les Européens utilisent d'abord les autochtones, mais rapidement, leur population s'effondre à cause des nouvelles maladies apportées par les colons. Il a donc fallu trouver de la main-d'œuvre ailleurs. C'est ainsi que les Européens, motivés par le profit colonial, ont acheté des esclaves en Afrique. Par contre, et ça, écoutez bien parce que c'est hyper important à retenir, c'est la traite, c'est ce phénomène qui va progressivement, dans les mentalités, faire l'association entre la peau noire et l'esclave. Si la couleur de peau ne posait pas de problème jusqu'à présent, elle va progressivement devenir la marque de la servitude. Ce sont ces conceptions qui vont nourrir plus tard les penseurs à l'origine de la hiérarchie des races.
Pour terminer rapidement sur ce point, c'est en parallèle de la condamnation de l'esclavage en Europe que le regard sur les populations noires change. Le mythe du bon sauvage, qui était jusque-là réservé aux natifs américains, va progressivement s'appliquer aux populations d'Afrique. Autrement dit, ce qu'il se passe dans les mentalités européennes, c'est qu'on ne veut plus exploiter les populations dites inférieures, mais plutôt les civiliser. Et évidemment, ça passe par la colonisation. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, une question devient obsessionnelle en Europe. Pourquoi les humains n'ont pas la même apparence ? Des naturalistes tels que Buffon et Linné travaillent sur les espèces humaines et se questionnent sur la façon de classer les groupes humains. Mais au XIXe siècle, il y a un tournant majeur. Les découvertes de Charles Darwin et sa théorie de l'évolution retentissent dans le monde entier et inspirent de nombreux savants. On se questionne sur l'origine des humanités et on délaisse l'explication biblique avec Adam et Ève. La réponse est ailleurs. On assiste à la naissance d'une nouvelle science qui allait révolutionner nos sociétés occidentales, l'anthropologie. L'anthropologie, elle se définit avant tout comme l'étude des caractères anatomiques et biologiques de l'espèce humaine. Cette science s'appuie donc sur l'observation, la comparaison et la hiérarchisation des groupes humains que l'on appelle alors des races. Je dis race entre guillemets parce qu'évidemment c'est un terme que l'on n'utilise plus aujourd'hui. À cette époque, la race se définit comme une division naturelle du genre humain qui repose sur des preuves pseudo-scientifiques, et on distingue 4 grandes races. Ce que je vais dire, ce qui va suivre, évidemment, c'est choquant. Et évidemment, ça ne reflète pas ce que je pense. Là, j'énumère simplement la façon dont les scientifiques de l'époque concevaient les races. Donc attention, c'est chaud patate, ça sent le caca, mais ce n'est pas moi. Pour commencer, il y a la race blanche dite supérieure. Ensuite, il y a la race jaune, c'est-à-dire asiatique, qui est considérée comme médiocre et matérialiste. En troisième position, nous retrouvons la race rouge, c'est-à-dire les natifs américains, qui sont considérés comme naïfs et innocents. Pour finir, nous retrouvons la race noire, considérée comme en bas de l'échelle humaine. Alors évidemment, on est absolument d'accord sur le fait que c'est abject de penser comme ça. Ces considérations raciales, elles sont totalement fausses, mais elles constituaient une norme à l'époque. Vous l'aurez compris, ces races, elles ne sont pas égales. Elles sont définies par un ensemble de caractères physiques, intellectuels et moraux qui sont héréditaires. Ces caractères, ils ont un impact majeur sur le destin des sociétés, puisque chaque race a un rôle bien défini. Ainsi, le noir est fait pour servir le blanc. Cette conception est héritée de la traite dont on vient de parler. Le jaune, quant à lui, est une race d'ouvriers, tandis que le blanc est là pour conquérir et gouverner tous les autres. Et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Dans ces grandes catégories, on retrouve différentes branches. Par exemple, au sein de la race blanche dite caucasienne, on retrouve les Aryens et les Sémites. Mais c'est qui, les Aryens ? Normalement, ça vous parle. À la base, il s'agit d'un peuple de l'Antiquité s'étant installé dans le nord de l'Inde. Mais dans le cadre des doctrines racistes, on se figure les Aryens comme une race supérieure de grands blonds ayant justement appartenu à ce peuple antique. C'est cette figure de l'Aryen qui est utilisée sous le Troisième Reich. Quoi qu'il en soit, il y a 2 thèses qui s'opposent. D'un côté, nous avons les polygénistes et de l'autre côté, les monogénistes. Et là, si je parle chinois, c'est normal. Je vais tout expliquer. Round 1, fight! Les monogénistes, inspirés des théories de Darwin, considèrent que nous partageons tous un ancêtre commun. Les polygénistes, quant à eux, considèrent que chaque race possède un ancêtre qui lui est propre et que donc nous ne partageons pas les mêmes gènes. La notion de race et les sciences humaines entraînent une véritable fascination qui se propage à toutes les sphères de la société. Cette communauté de savants qui se développe durant la seconde moitié du XIXe siècle obtiendra le soutien et la reconnaissance des pouvoirs publics et académiques. De plus, ce discours raciste se développe en parallèle de la conquête coloniale et sera perçu comme du bon sens.
La hiérarchisation des races servira de justification à l'entreprise coloniale. Pour faire court, l'entreprise coloniale était déjà en place avant l'arrivée des théories raciales, mais ce sont ces dernières qui vont permettre de justifier la supériorité des Blancs et donc permettre le maintien de l'autorité coloniale. Attention toutefois, certains penseurs considèrent que l'inégalité des races, bien que naturelle selon eux, ne justifie pas la tyrannie. C'est notamment le cas de Ernest Renan. Selon lui, tous les hommes ont des droits et les races dites inférieures doivent être traitées avec bonté et justice. Par exemple, il condamne l'esclavage en Amérique. Bon, après, il dit aussi que, je cite, « Les Noirs n'excellent qu'au travers de leurs facultés corporelles. Ils grimpent, sautent sur la corde, voltigent avec une facilité merveilleuse, et qui n'est égalée que par les singes, leurs compatriotes, et peut-être leurs anciens frères selon l'ordre de la nature. » Vous êtes outrés. Moi aussi. En fait, cette mentalité, elle correspond complètement au mythe du bon sauvage que l'on a évoqué un peu plus haut. Des années 1850 à la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales sont profondément imprégnées de cette culture raciale. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à aller voir le film La Cité perdue de Z, qui démontre très bien cette mentalité dans la société britannique du 19e siècle. En plus, c'est mon film préféré, donc vraiment, allez le voir. Are you insisting that these savages, they are equals? Their civilization may well predate our... En parallèle, ces idées racistes se propagent dans le monde et seront adoptées par des États non européens, tels que l'Empire du Japon, l'Afrique du Sud ou encore l'Argentine par exemple. C'est parti pour la conclusion. Pour récapituler, la notion de race se développe durant la seconde moitié du 19e siècle, avec notamment la naissance de la biologie et de l'anthropologie. La race prend appui sur des observations scientifiques pour justifier une hiérarchie entre les groupes humains. Alors évidemment, on sait qu'aujourd'hui, la notion de race n'existe pas en biologie et que c'est complètement faux. En revanche, on continue de l'utiliser dans les sciences sociales pour définir les discriminations qui, elles, malheureusement, sont bien réelles. Par exemple, selon un rapport de l'UE publié en octobre 2023, on constate une augmentation du racisme contre les personnes noires en Europe. Pour autant, si on ne croit plus aux théories raciales, l'héritage de ces doctrines a tout de même un impact encore aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. En fait, je pense qu'il est fondamental de comprendre les origines du racisme pour mieux lutter contre. Évidemment, je précise que toutes les formes de racisme sont condamnables, quelles que soient les populations visées. Ainsi, j'espère que cette vidéo sera utile. N'hésite surtout pas à l'envoyer à ton tonton raciste qui fait des remarques limites au repas de famille, ou à ta grand-mère qui regrette le temps des colonies. J'espère que je ne vais pas me prendre une tempête de caca dans les commentaires, donc si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, vraiment, ce serait super. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien louper.